John, you copy? Je suis tombé sur une vidéo qui définissait ce qu'était l'énergie. C'est un docteur en physique, Étienne Klein, qui définit ce qu'est l'énergie. À ma grande surprise, j'ai réalisé que sa définition de l'énergie correspondait exactement à ma définition de l'ego. Vous savez que depuis pas mal de temps, j'essaie de définir ce qu'est l'ego. Ça fait depuis 1 an que j'approfondis la définition du mot ego. Pour moi, le mot ego, c'est le mot le plus difficile à définir dans la langue française. Je vois plein de débats autour du mot ego et ce sont des débats sans fin. Chacun a son avis sur l'ego. Ici, en écoutant la vidéo de Étienne Klein, j'ai un match parfait, une correspondance parfaite entre ma définition de l'ego et sa définition, la définition de la science, comment la science définit l'énergie. Alors, je vais vous montrer la vidéo et au fur et à mesure, je vais vous faire le parallèle avec ma compréhension de l'ego. Alors le mot énergie est un mot grec, grec ancien, on le trouve chez Aristote et donc à partir de ce constat on a envie de conclure que le mot énergie fait partie du vocabulaire de la science depuis quasiment les origines. En fait chez Aristote, l'énergie c'est une espèce de passage entre ce qui est potentialité, ce qui est puissance en acte. Donc c'est la force en action on pourrait dire. Là, donc, c'est la définition d'Aristote. Donc, pour lui, l'énergie, c'est le passage d'une potentialité en action. Donc, dans ma traduction, c'est l'ego est le passage de l'imagination à une action, à un mouvement. Aujourd'hui, dans la langue française, le mot énergie est victime d'une sorte de polysémie. Il désigne aussi bien l'élan, la vitalité, la puissance, l'énergie elle-même bien sûr, mais aussi beaucoup d'autres choses, de sorte que c'est un mot dont il faut clarifier la portée, la signification et surtout l'usage qui en est fait dans le cadre de la physique. Alors comme je vous le disais, le mot ego aussi est compris par plein de personnes de façon différente. À ma connaissance, la première occurrence scientifique du mot énergie est finalement assez récente. Elle date du début du XVIIIe siècle. On trouve ce mot énergie cité dans une lettre que Jean Bernoulli, de la grande famille des Bernoulli, écrit en janvier 1717 à Jean Varignon, qui est un jésuite. Et dans cette lettre, Bernoulli définit l'énergie comme le produit de la force exercée sur un corps par le déplacement infinitésimal de ce corps. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le travail mécanique. Mais à l'époque, la notion d'énergie réduite au travail mécanique n'était pas assez puissante pour coloniser toute la physique. Donc pour Jean Bernoulli, l'énergie, c'est ce qui permet de déplacer le corps, c'est le travail mécanique. Donc là, le parallèle, c'est que l'ego, c'est ce qui meut le corps, c'est l'énergie qui fait bouger, qui met en mouvement le corps. En fait, il faudra attendre le 19e siècle avec la naissance de la thermodynamique pour que le concept d'énergie se clarifie. C'est un processus très long qui a mis à contribution plusieurs grands acteurs et qui aboutit, après beaucoup de difficultés, à une clarification conceptuelle qui a en fait été bien marquée par Max Planck. Max Planck, le physicien bien connu qui plus tard découvrira les quantas de lumière, ou la quantification d'échange d'énergie entre la lumière et la matière. Max Planck définit l'énergie comme étant, par définition, une grandeur qui se conserve. Alors pour Max Planck, l'énergie, c'est une grandeur qui se conserve. Eh bien là, par rapport à l'ego, l'ego est une grandeur, ça veut dire une forme qui se conserve. Si on a Dieu qui est toute l'énergie, qui est tout l'ego,
Eh bien, l'énergie, c'est une grandeur. Ça veut dire qu'on a découpé dans toute cette énergie une certaine grandeur qui se conserve. On a isolé un morceau de Dieu, de toute l'énergie, de tout l'ego. C'est-à-dire qu'elle est la même à l'issue d'un processus, au démarrage du processus, de sorte que la seule chose qu'on peut faire avec de l'énergie, c'est soit la transférer depuis un système où elle est déjà présente vers un autre système. Donc, la seule chose qu'on peut faire avec l'ego, c'est le déplacer d'un corps à un autre, par exemple du corps physique à un corps subtil, ou bien modifier la nature de cette énergie. Par exemple, on pourra transformer de l'énergie thermique en électricité, de l'électricité en énergie mécanique, etc. Alors ici, il explique qu'on peut aussi changer la nature de l'énergie, c'est-à-dire la dégrader. Ici, par rapport à l'ego, ça veut dire que l'ego a la capacité de transformer les choses, de transformer la matière, de modifier son aspect. Et donc, le propre de l'énergie est d'être une grandeur nomade, dont la quantité se conserve. Une valeur nomade, non, ça veut dire que le propre de l'ego, c'est d'être isolé, d'être une valeur, d'être un individu, d'être quelqu'un qui se déplace et qui transforme les choses. Alors au XIXe siècle, le concept d'énergie va apparaître, mais de façon très lente, parce qu'il va exiger une très grande clarification conceptuelle qui va prendre à peu près 4 décennies. L'idée que l'énergie se conserve, elle est exprimée par Helmholtz, un physicien allemand, dans un livre qu'il publie au tout milieu du XIXe siècle, mais il l'appelle pas énergie. Le titre qu'il donne à son ouvrage, c'est Über der Erhaltung der Kraft, qu'on pourrait traduire en français par « sur la conservation de la force » ou bien de la puissance. Et ce travail conceptuel dont je parle va consister à clarifier les notions, à les séparer, à distinguer la force de l'énergie, de la puissance. Et celui qui va conclure ce travail, c'est Max Planck, qui va publier dans les années 1880 un titre qui porte presque le même titre que le titre du livre d'Helmholtz, Über der Erhaltung der Energie. C'est-à-dire l'énergie, c'est l'énergie évidemment, et c'est elle qui se conserve et non pas la puissance, non pas la force. Ici, il explique que l'énergie se conserve et non la force. Ça veut dire que la structure du monde, la structure de Dieu, elle se conserve. Dieu est immortel et nous sommes une petite partie qui est forcément immortelle. La petite partie d'ego ou d'énergie que nous sommes, elle est immortelle, elle est inchangeable, elle va se déformer, se détériorer, se dégrader, mais elle va toujours rester dans la même grandeur, dans la même quantité. On a donc affaire à une forme qui change, qui se déplace et qui ne disparaîtra jamais. À la différence de l'imagination, l'imagination c'est la force qui fluctue, qui déplace, qui imagine, qui donne une image et un sens. On a donc l'ego qui est la forme, qui est une forme, qui est une structure, qui est immortelle, qui restera toujours là. La forme, c'est l'ego. Ensuite, il y a le sens que l'on va donner à cette forme. Ça, c'est l'imagination. L'imagination, c'est la couleur qu'on va donner. C'est le sens qu'on va donner à l'ego, à la forme de l'ego. L'ego est immortel. Le sens qu'on lui donne, ça, c'est ce qui lui donne vie, qui change, qui va fluctuer. L'énergie, finalement, se distingue de la puissance. La puissance, elle mesure le rythme auquel l'énergie est délivrée. Et donc, elle s'exprime toujours par le produit d'un effort, par un flux. Alors, l'effort, ça peut être une force, ça peut être une tension, ça peut être un couple, ça peut être toutes sortes de choses. Et puis le flux, ça peut être une vitesse angulaire, une intensité, etc.
Et j'insiste sur cette différence parce que beaucoup de gens confondent encore puissance et énergie. J'en veux pour preuve que quand on interroge, paraît-il, les Français sur quel est le corps qui pour eux symbolise le mieux l'énergie, ils répondent le TNT. Or le TNT est un corps qui contient très peu d'énergie, en tout cas 1 kg de TNT contient 10 fois moins d'énergie qu'un kilo de pétrole. La différence entre les deux, c'est la puissance à laquelle cette énergie est délivrée. Le TNT, il explose, donc il libère son énergie très rapidement, alors que le pétrole, lui, est capable de brûler lentement et donc il délivre son énergie à faible vitesse, d'où la puissance faible qui lui est associée, alors que le TNT a une puissance très élevée, bien que son énergie soit moindre. Au début du XXe siècle, il va y avoir un théorème démontré par une jeune femme qui s'appelle Emmy Noether, qui est mathématicienne en fait, et qui va produire un théorème très important en physique, qu'Einstein lui-même saluera comme un pas décisif dans l'histoire de la pensée mathématique. Et ce théorème de Noether oblige à changer la conception qu'on se fait de l'énergie. Ce que démontre cette jeune femme en 1918, c'est que on doit tirer les conséquences du fait que lorsqu'on écrit une équation physique, dans laquelle le paramètre t qui désigne le temps apparaît, et ce paramètre t ne dépend pas du temps. Ce qui veut dire que la loi physique qu'on est en train d'écrire a une valeur de vérité qui ne dépend pas de l'instant ou du moment ou de la journée ou de l'époque à laquelle on applique cette loi. Ce qui veut dire que les lois physiques sont les mêmes à tous les instants du temps. En termes jargonneux, ça donne les lois physiques sont invariantes par translation du temps. Ici, il explique que, en gros, l'énergie ne dépend pas du temps. C'est la même chose pour l'ego. Pour l'ego, le temps n'existe pas. Tout fonctionne comme si le temps n'existait pas. C'est-à-dire que si on change la référence de l'instant zéro qu'on a choisi, ça ne modifiera pas les lois physiques qui s'appliquent au réel. Et ce que démontre Emmy Noether, c'est que cette invariance des lois physiques par translation du temps implique la conservation de l'énergie. Ça veut dire que la conservation, au lieu d'être constatée quand on fait des expériences de boules de billard par exemple, est une conséquence très profonde d'une loi elle-même très profonde de la physique, à savoir que ces lois physiques ne changent pas au cours du temps. Ici, Emmy Noether explique que c'est le fait qu'il n'y ait pas de temps qui fait que l'énergie est obligée de se conserver. Donc, l'ego est immortel parce que le temps n'existe pas. Alors ça a des conséquences évidemment très importantes. La première, c'est que nul n'a jamais produit d'énergie. Donc, nul n'a jamais créé d'ego. Pour en avoir, il faut déjà en avoir, et puis éventuellement transformer la forme qu'elle prend. Par contre, on peut transformer la forme que prend l'ego. Personne ne produit d'énergie, puisque l'expression produire de l'énergie sous-entend qu'on pourrait la créer à partir de rien. Or, ce que nous dit le théorème de Noether, non, c'est pour avoir de l'énergie, il faut déjà en avoir, pour soit en changer la nature, soit la transférer depuis un système vers un autre système. L'autre leçon, c'est qu'on ne peut pas non plus consommer de l'énergie. Nul ne peut consommer l'ego, on ne peut pas réduire la quantité d'ego qui existe. L'ego est toujours là, il peut juste se dégrader ou devenir moins pur. Si vous mettez 1 litre de pétrole dans votre réservoir de voiture, vous allez pouvoir, grâce à lui, rouler, c'est-à-dire produire de l'énergie mécanique, chauffer la route un petit peu par le frottement, chauffer l'air également, allumer vos phares, donc il y aura une conversion partielle de l'énergie qui était présente dans ce litre d'essence en électricité, etc., ou en lumière. Et donc vous allez pouvoir faire des transformations, mais si vous faites le bilan à la fin, vous constaterez que aucune énergie ne s'est dissipée dans l'affaire. Il y a à la fin autant d'énergie qu'il y en avait dans le litre de pétrole que vous avez consommé. Donc vous n'avez pas consommé d'énergie, vous avez simplement transformé la forme qu'avait l'énergie. Au début, elle était très organisée dans le litre de pétrole que vous avez mis dans votre réservoir, et puis peu à peu, elle s'est transformée.
Elle s'est dégradée, dirait-on, en chaleur à la fin. Ça veut dire que sa capacité à être transformée s'est amoindrie, mais la quantité d'énergie, elle, est restée constante. Et donc, quand on dit qu'on a consommé de l'énergie, c'est une façon de dire que toute l'énergie, tout Dieu, tout l'ego est toujours intact, la structure est toujours là, c'est juste les projections de l'imagination qui vont changer et qui vont donner un sens différent selon les situations. Donc ici, on voit bien que l'énergie est définie comme une forme. C'est ça la chose à retenir, c'est que l'énergie, l'ego, est une forme. C'est un découpage dans la structure de Dieu, dans la structure de l'énergie, dans la structure de l'ego, dans la structure du tout. Nous sommes une forme, l'énergie est une forme. En fait, on devrait dire qu'on a produit de l'entropie. L'entropie, c'est la fonction clé dans cette histoire. Qu'est-ce que c'est que l'entropie? C'est une grandeur qui mesure la capacité qu'a un système à évoluer spontanément. Plus l'entropie d'un système est basse, plus il a tendance à évoluer spontanément. Au contraire, si le système a une entropie qui est élevée, sachant que l'entropie ne peut que croître, si elle est déjà élevée, eh bien, elle ne pourra pas beaucoup changer, de sorte que le système aura peu de chances d'évoluer spontanément. Et donc, consommer de l'énergie, c'est simplement produire de l'entropie, c'est-à-dire c'est passer d'une forme où l'énergie est très organisée à une forme où l'énergie est moins organisée, sans changer, j'insiste là-dessus, la quantité totale d'énergie dont le système a pu disposer. Ici, il parle de l'entropie. L'entropie, c'est la capacité à se désordonner. Au départ, on a une entropie faible, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'ordre, de concentration. Et puis, après, on va vers une entropie plus forte avec plus de désordre, plus de détérioration. Il en va de même pour l'ego. À la base, il y a un ego qui est 100% la forme de Dieu sur lequel on peut projeter ce que l'on veut. Et petit à petit, cet ego est découpé en petits morceaux. C'est ce qui crée le monde dans lequel on est. Et on arrive à quelque chose de plus en plus dégradé. Ici, j'entends dégradé par découpé en petits morceaux, ce qui nous permet de voir cet ego, de voir la réalité, de donner du sens à toutes ces petites facettes qui sont découpées. C'est un processus infini, on peut dégrader de plus en plus l'ego, et ce qui va nous permettre d'avoir l'impression que cette énergie, cet ego est de plus en plus grand, de plus en plus défini. En fait, on ne fait que découper cet ego et donner différents sens à toutes ces petites parties découpées. Quand on parle d'énergie, alors on pourrait aussi ajouter qu'une ultime conséquence, c'est qu'il n'y a pas d'énergie renouvelable. Et que l'appellation énergie renouvelable est une sorte d'abus de langage. On comprend ce que ça veut dire. Mais en réalité, ce qui est renouvelable, c'est le processus physique à partir duquel on va extraire de l'énergie. Par exemple, la lumière qui nous vient du soleil, ou bien le vent qui vient faire tourner les pales d'une éolienne. Cette source d'énergie, d'une certaine façon, est continue, du moins tant qu'il y a du vent ou tant qu'il y a de la lumière solaire. Mais elle n'est pas renouvelable au sens où dès qu'on l'a dégradée, comme je l'indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire dès qu'on a consommé entre guillemets de l'énergie, c'est-à-dire produit de l'entropie à partir de cette source primaire, eh bien cette énergie est dégradée, on ne peut pas revenir en arrière. Ici, quand il dit consommer, je traduirais ça par vivre. La machine humaine, lorsqu'elle vit, elle expérimente l'ego en vivant des expériences,
en créant des choses avec la matière, avec l'imagination. En gros, ça veut dire que l'ego va toujours exister, mais va changer de forme au fur et à mesure que vous changez de corps énergétique, physique. Vous savez qu'on est une multicouche de corps enchevêtrés comme des poupées russes. Et donc, notre énergie va évoluer dans le temps. On va perdre chaque fois des couches de corps. Et chaque couche nous donne l'opportunité de vivre certaines choses. C'est comme des scripts qui nous permettent de vivre certaines choses. Et l'autre chose qu'il faut dire à propos de l'énergie, c'est évidemment la découverte qu'Einstein a faite en 1905. Bon, Einstein n'est sans doute pas le premier à avoir écrit la fameuse formule E = mc2. C'est une formule qui est en fait portée par les équations mêmes de l'électromagnétisme. Et d'autres physiciens ont sans doute utilisé ou écrit cette formule avant lui, mais lui en a trouvé la véritable signification. Dans un article très court qu'il publie en septembre 1905, Einstein fait l'hypothèse qu'on dispose d'un corps qu'on chauffe et qui donc émet de la lumière. Alors si la température de ce corps est faible, la lumière émise par ce corps sera de la lumière infrarouge, donc invisible, mais c'est quand même de la lumière. Et cette lumière, comme on le sait, n'a pas de masse. Donc quand on chauffe un corps, il émet des ondes électromagnétiques qui elles-mêmes n'ont pas de masse. Et donc un raisonnement intuitif nous fera dire que ce corps perd de l'énergie sous forme de lumière sans perdre de masse. Et ce que montre Einstein en appliquant les principes de la relativité qu'il a publiés quelques mois auparavant, en juin 1905, c'est que cette conclusion est fausse. C'est-à-dire que si le corps perd de l'énergie, même si l'énergie même si la forme sous laquelle il perd de l'énergie est sans masse, ce qui est le cas pour la lumière, il va perdre quand même de la masse du seul fait qu'il perd de l'énergie. Autrement dit, même si les particules émises par ce corps sont sans masse, le corps perdra de la masse du seul fait qu'il perd de l'énergie. Et ce que montre Einstein par sa formule, c'est que la quantité de masse perdue par le corps est égale à l'énergie qu'il a perdue, divisée par le carré de la vitesse de la lumière, c'est-à-dire c élevé au carré. Et la grande force de l'article d'Einstein, c'est de dire, mais si la forme sous laquelle le corps perd de l'énergie n'est pas lumineuse, par exemple si c'est de la radioactivité par laquelle un noyau va émettre un électron, si c'est de la radioactivité bêta, eh bien ça sera quand même E = mc2 qui sera la formule permettant de comprendre le bilan énergétique du processus. Autrement dit, même s'il n'y a pas de lumière mise en jeu dans le processus par lequel un corps perd de l'énergie, on retrouvera quand même la vitesse de la lumière dans la formule qui décrit le processus. Ce qui veut dire que la vitesse de la lumière change de statut. Elle n'est plus seulement la vitesse d'un phénomène physique particulier qu'on appelle la lumière, elle devient une constante fondamentale de la physique qui intervient dans tous les processus par lesquels un corps peut perdre de l'énergie, y compris, j'insiste, les processus non lumineux. L'autre leçon de cette formule, c'est que tout corps possède de l'énergie du seul fait qu'il possède de la masse. Même s'il est immobile, dans son référentiel, il est immobile, eh bien, il aura de l'énergie du seul fait qu'il est massif. Et quand vous faites le calcul, vous vous rendez compte que l'énergie présente dans n'importe quel gramme de matière est colossale. Parce qu'on l'a dit, on la multiplie par le carré de la vitesse de la lumière exprimée en mètres par seconde. Donc c'est une énergie colossale, bien supérieure à la totalité de l'énergie que nous absorbons pendant une vie entière pour alimenter notre métabolisme. Ici, ce que Étienne Klein explique finalement, c'est que l'énergie est partout. Et donc, l'ego est partout. Tout ce que vous voyez, c'est de l'ego. Tout est constitué d'ego. Et donc, une des questions que je vous pose, c'est d'où vient que nous sommes obligés de manger autant? À chaque repas, nous ingurgitons environ 1 kg de nourriture. Or, par exemple, l'explosion de la bombe d'Hiroshima a simplement transformé 1 gramme de matière, fissile de l'uranium,
en énergie. 1 gramme de matière, c'est la puissance de la bombe Hiroshima. D'où vient que nous mangeons autant? Comment se fait-il que cette énergie nous traverse sans nous faire exploser? Ça, c'est la question que j'ai déjà moi-même posée. Comment ça se fait qu'on a besoin de autant dormir et de autant manger? Eh bien, c'est qu'il existe d'autres plans où il se passe d'autres choses. Il y a d'autres raisons. Si on mange, c'est plus pour les sensations gustatives et non pour la prise d'énergie. Et si on dort, c'est plus pour aller vivre des choses sur d'autres plans plutôt que de réénergiser notre corps physique. La formule d'Einstein a d'autres conséquences. Par exemple, on peut la lire dans les deux sens. Là, on vient de parler de cas où la matière contient de l'énergie. Il y a des situations dans lesquelles on peut lire cette formule comme étant de l'énergie peut devenir de la masse. Par exemple, quand on fait une collision de particules à haute énergie, comme ça se fait au CERN avec le collisionneur de protons qui s'appelle le LHC, eh bien, on comprend les phénomènes physiques auxquels nous assistons dans ces expériences comme étant la transformation de l'énergie cinétique des particules en de nouvelles particules. Et donc on a une situation dans laquelle une propriété d'objet, en l'occurrence la vitesse des particules, se transforme elle-même en objet. C'est presque aussi étonnant que si on vous disait que la hauteur de la tour Montparnasse, qui est une propriété de la tour Montparnasse, pouvait se transformer en tour Eiffel. Ou que si on vous disait que la vitesse d'un scooter peut devenir un vélo ou une trottinette. On a là une situation qui philosophiquement est intéressante. La propriété d'un objet, sa vitesse, peut devenir un autre objet. Ce qu'il explique ici, finalement, c'est que l'ego, alors que c'est une grandeur, est capable de créer de la matière. C'est une chose assez surprenante que les physiciens acceptent le fait qu'une grandeur reconnaisse qu'une grandeur, une forme puisse créer à partir de rien, de la matière. Quelle conclusion tirer de tout ça? Eh bien, posez-vous la question, que vous reste-t-il si vous retirez toutes vos croyances? Quelle est la seule certitude que vous pouvez avoir? Si vous retirez toutes vos croyances, vous allez voir qu'il va rester que « je suis ». Je suis, c'est la certitude que vous, peu importe votre forme, vous êtes là, vous êtes une conscience présente. Certains me diront que, non, je suis sûr que cette tomate, elle est là, elle est réelle, elle existe, donc je suis sûr de ça. Mais demandez-vous de quoi est composée cette tomate. Même la science reconnaît que la tomate est composée quasiment que de vide. Donc, en quoi pouvez-vous être absolument sûr? Travaillez la chose, regardez ce que Descartes est arrivé à dire. On arrive toujours au même résultat. La seule chose dont on peut être sûr, c'est « je suis ». Et si on découpe ce « je suis », on remarque que « je » correspond à l'ego et donc à votre forme et donc à l'énergie, et « suis » correspond au sens que vous donnez à cette forme, à la couleur que vous donnez à cette forme. Vous avez donc « je suis », vous avez un objet. Tout objet est composé d'une forme et du sens que vous donnez à cette forme. Je suis, c'est votre objet, c'est l'entité que vous êtes, c'est la forme et le sens que vous donnez à la forme que vous êtes. Pour faire le parallèle avec l'énergie, il y a l'énergie et l'imagination. Il y a l'ego et l'imagination. L'énergie ne sert à rien si vous n'avez pas d'imagination, de cerveau, d'intellect pour
donner une forme pour transformer cette énergie. De même, l'ego ne sert à rien s'il n'y a pas quelqu'un pour transformer cet ego. L'ego, imaginez des briques de Lego. Vous pouvez mettre un bac de briques de Lego. Il faut un petit enfant pour une intelligence pour mettre en forme ces briques, pour donner du sens à ces briques de Lego. On arrive donc à quelque chose de fondamental, c'est le « je suis ». L'ego et l'imagination, c'est les deux éléments qu'il faut pour tout objet, pour rendre vivant le monde. Il faut les deux. Il faut un ego, une forme et un sens, donc une imagination qui va animer cette forme. Imagination, on a le mot image, donc du sens, de la couleur. Imagination, c'est le mouvement de l'image, c'est donner du mouvement à cette énergie. L'énergie, c'est la forme, l'imagination, c'est la couleur que vous allez donner à cette forme et qui va former finalement un objet, qui va former la bulle, qui va former votre monde, le monde dans lequel vous vivez. Ce qui est à retenir donc, c'est que l'ego, c'est une forme, une grandeur, une partie de Dieu qui n'est que ça. L'ego, ce n'est qu'une forme. Après, il existe l'imagination. L'imagination, c'est quelque chose qui va donner du sens à cette forme. C'est donc les deux briques élémentaires que tout système a besoin, que toute personne, que tout objet a besoin pour vivre. Une forme est quelque chose qui donne du mouvement à cette forme. Je vais encore le dire autrement, il y a la forme, l'ego, et puis il y a la force d'imagination qui va donner du mouvement à la forme, qui va transformer la forme et qui va donner vie à la forme. Énergie, imagination, ego, imagination. D'un côté, on a une forme, de l'autre côté, on a une force, on a quelque chose qui donne du sens et quelque chose qui est la structure sur laquelle va reposer ce sens et qui est élémentaire pour pouvoir voir la chose, pour pouvoir voir le sens. Ce qu'on remarque aussi, c'est que le « je » est impersonnel, c'est-à-dire que le « je », l'ego, finalement, fondamentalement, c'est une partie de Dieu impersonnelle. Et puis, il y a le « suis », il y a l'être, le verbe « être », qui, lui, est votre partie, ce que vous donnez, votre valeur ajoutée, votre sens, le sens que vous donnez à « je », à l'impersonnel, à la partie de Dieu. C'est votre sens, le mouvement, la vie que vous donnez à votre partie divine.